Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle Gwendal va nous parler de la méthode de transmission qui est privilégiée par l'Université occidentale de yoga, c'est-à-dire la transmission orale, selon la tradition orale. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les deux méthodes de connaissance dans la philosophie du yoga et peut-être aussi dans la spiritualité en général? Oui, alors les méthodes de connaissance qui sont d'ailleurs les méthodes de transmission humaine, en fait, tout simplement. Hein. Alors, ils ont été très bien répertoriés dans la tradition du yoga, mais on les retrouve dans plein d'autres philosophies, y compris dans les philosophies occidentales. Hein. Et pour résumer ça, on parle aujourd'hui souvent de cerveau droit et de cerveau gauche. On décrit le cerveau droit comme étant un cerveau plus intuitif, avec une pensée plus globalisante, et le cerveau gauche comme un cerveau plus analytique, et qui va donc disséquer la réalité pour essayer de la comprendre. Et dans la tradition du Samkhya, par exemple, en yoga, on retrouve ces différents moyens de connaissance, et entre autres, voilà, cette méthode dite plus analytique, et puis la méthode plus intuitive. Voilà. Alors, pour illustrer ça tout de suite, et pour permettre, je pense, à nos auditeurs d'être dans le vif du sujet et de bien comprendre de quoi on parle, je vais vous lire un petit texte. Donc, je vais commencer, vous allez comprendre tout de suite que je vais commencer par le cerveau droit. Donc, la pensée intuitive et globalisante. Je marche dans les dernières lueurs du jour. Le soleil à l'horizon enflamme le ciel. Les nuages, dans leur infinie variété de formes et de couleurs, emmènent mon regard en voyage dans des profondeurs, dans des dimensions insoupçonnées. Je ressens les appuis de mes pieds sur la terre. L'air chargé d'humidité, après les fortes pluies des derniers jours, charrie des odeurs lourdes de terre et d'herbes fermentées. Les oiseaux lancent leurs appels avant la nuit et se répondent. Au loin, un chien aboie. Après une rafale, le silence soudain se fait. À moins que le soleil, en plongeant sous l'horizon, n'ait emporté mon esprit au-delà de tout chemin connu et de toute raison. Mon cœur s'ouvre et je rends grâce au présent et à la vie. Alors maintenant, je vais commencer à la raconter avec le cerveau droit, pardon, avec le cerveau gauche. Donc, avec une pensée analytique. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais bon, je vais commencer. L'individu Gwendal marche sur la départementale 47 au point GPS 48.862725,2.464628. Il est 22h11 GMT plus 2, il fait 17 degrés Celsius et le vent souffle en moyenne à 25 km/h. Le soleil, vu de ce point par cet individu, se trouve à 10 degrés au-dessus de l'horizon et sa lumière, à la fois diffractée et réfractée par l'atmosphère contenant en moyenne 75% d'humidité, constitue un flux continu de photons qui mettent 8 minutes à parcourir la distance de 149 597 870,7 km. Etc., etc., etc. Je vais m'arrêter là, c'est rigolo. En fait, pour décrire la réalité de cette façon-là, un volume de 110 millions de pages ne suffirait pas, puisque tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, une cinquantaine, soixantaine de mots, contient des détails, si on veut les analyser, à tout point de vue, qui sont d'une infinie complexité. Et si je raconte ça en un volume de 10 millions de pages, de signes, voilà, en fait, ce sera accessible par personne. La connaissance de ce type-là, elle ne peut pas être utilisée de façon humaine, ou alors ponctuellement. Voilà, donc là, ça oriente un petit peu sur ces deux façons
on va dire, un peu quand même opposé de prendre connaissance de la réalité. Dans le yoga, par exemple, enfin, dans les enseignements philosophiques ou spirituels, il y a besoin de compréhension des choses. Mais par contre, la compréhension analytique des choses est totalement insuffisante pour comprendre les concepts, les idées, les sensations, toutes les choses qui vont être vécues humainement. Mmh. Pourquoi et comment faire pour redonner, cet espace justement à cette compréhension plus intuitive? C'est vraiment en resituant chaque fois les enseignements qui sont donnés au présent. Donc en Mmh. fait, il va y avoir un thème. Donc s'il y a un cours qui est donné, s'il y a une explication qui est donnée, il va y avoir un thème. Mais ensuite, l'enseignant doit pouvoir s'adapter complètement à l'auditoire qu'il a, à son état personnel, au ressenti qu'il va avoir, à l'énergie qui circule entre les participants, à l'heure à laquelle ça se passe, etc. Et donc, ça fait de cet enseignement quelque chose de complètement vivant. Mmh. Et en réalité, l'enseignant lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il va dire à ce moment-là. Il connaît le thème, il sait ce qu'il doit transmettre, mais après, de quelle façon ça va se faire, ça, il ne peut pas le savoir. Et en lien avec ces notions, est-ce que tu peux nous parler de la dualité, de la polarité? Oui, alors, effectivement, là, on a fait l'expérience d'une dualité, pour moi. Mmh. C'est-à-dire, on a opposé deux façons de concevoir les choses. Donc, une façon, comme tu l'as dit, poétique, et une façon scientifique, si on veut. Et en fait, ces deux façons de connaître le réel sont importantes. Il ne faut pas les opposer, mais il faut les voir comme deux polarités, deux énergies différentes entre lesquelles il va exister une tension. Et c'est parce qu'il y a cette tension entre les deux énergies qu'il y a de la force. C'est important de comprendre que dans la vie, tout ce qui est considéré comme des opposés ne doit plus à un certain moment être vu comme une dualité, comme quelque chose des forces qui s'opposent, mais comme des forces complémentaires, d'où jaillit la force, d'où jaillit l'énergie. Enfin, l'exemple très, très simple, c'est quand on prend un aimant. Donc un aimant, il a un pôle plus et un pôle moins. Et c'est parce qu'il a cette polarité qui va pouvoir attirer un morceau de métal, par exemple. Donc le pôle plus attire le pôle moins. Mais si on met les pôles plus ensemble, ils se repoussent. On retrouve ça dans la complémentarité des sexes, sexe féminin, sexe masculin. Il y a une attirance, et c'est de la réunion de ces deux polarités que va naître l'amour, mais que va naître aussi la vie. En fait, ces deux méthodes-là, intuitives et analytiques, permettent de générer, une énergie, une force. Voilà. C'est très intéressant de voir que dans les états modifiés de conscience, eh bien, il n'y a plus de cerveau droit et de cerveau gauche. Là, tout le cerveau se met à fonctionner ensemble. Il y a comme un feu d'artifice en fait neuronal dans le cerveau. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on retrouve, une idée qu'on retrouve dans le yoga aussi, où on dit il y a deux énergies opposées, donc on les appelle tamas et rajas. Alors tamas, c'est la pesanteur, la matière, et rajas, c'est l'énergie, le mouvement. Voilà, alors on dit, ben voilà, ces deux forces-là, elles sont opposées. Il y en a une qui amène à la condensation de la matière, à la massification, à quelque chose de très lourd, et l'autre, au contraire, qui va amener à la dynamique, au mouvement. Mmh. Et en fait, on dit il y a un autre état qui est l'équilibre des deux, l'équilibre
de la masse et du mouvement. Alors cette troisième force, elle s'appelle sattva. Et elle est, on dit aussi qu'elle est l'harmonie, l'équilibre entre les deux forces opposées. Donc là, on est bien, non pas dans la dualité, mais dans la polarité. Et de là, naît une troisième force. Donc l'énergie. Il y a aussi quelque chose que je trouve important, c'est qu'aujourd'hui, la méthode de connaissance dite intuitive est vraiment complètement dévalorisée. D'un point de vue social, on ne reconnaît que, entre guillemets, la science, c'est-à-dire la connaissance analytique, et on prétend pouvoir organiser nos sociétés, organiser notre vie uniquement sur ce genre de paramètres. Et puis on aboutit à la numérisation de la société, à la numérisation de la vie. C'est absolument pas humain. Ça nous amène à des trucs qui vont contre la vie en réalité. Et ça nie toute une partie de notre connaissance. Par exemple, par la méditation, on obtient des grandes connaissances, justement parce que ça va concilier le cerveau droit et le cerveau gauche, donc le côté mental de la connaissance et puis le côté global, le côté intuitif de la connaissance. Le mental va nous aider à focaliser notre attention, donc à amener notre attention sur un seul point ou sur un seul objet. Et puis l'intuition, la pensée globale va nous permettre de rentrer dans le ressenti de cet objet. Et au final, il va y avoir une compréhension qui va naître de cet état. Dans notre société, toute la pensée liée au cerveau droit, toute cette pensée intuitive, on va dire, est cantonnée. Voilà. Est cantonnée à ce qu'on appelle l'activité artistique. On est très loin d'une méthode de connaissance. Dans notre vie sociale, dans notre développement spirituel, en tant qu'humain, ça produit une grande perte, ça nous éloigne de notre être. Ben, merci beaucoup pour ces échanges enrichissants. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, merci beaucoup.